Ok les gars, bienvenue, nouvelle semaine, nouvel épisode avec un invité qui commence à être habitué au Weekend AB Show, monsieur Aldric Assata. Comment vous allez? Bonsoir les gars, salut Abou, salut Mika, bonsoir à tous. Ouais, en plus, à chaque fois, on a des bons retours. Quand il y a Aldric qui nous Ouais, demande, de ouf. limite, ils nous disent dégagez, laissez Aldric parler. Non, c'est vrai qu'il y a des bons retours, hein. C'est toujours un plaisir en tout cas d'analyser et de débriefer tous ensemble. Pas trop une grosse actualité. On va revenir sur l'UFC d'hier, notamment le main event Calvin Kattar. Arnold Allen contre Max Holloway, qui était ancien champion featherweight. Allen, sur 10 victoires consécutives, il n'avait jamais perdu à l'UFC auparavant. Là, il montait petit à petit et Max Holloway a su éteindre la hype du jeune garçon. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce combat? Mika, juste te précise que c'est Arnold Allen et pas Woody Allen. Non, après, je vais laisser Aldric commencer là-dessus. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais on disait que ça allait être pour sûr le prochain prétendant en titre, Ouais, ou du moins on en parlait, ouais. le plus près dans la KT pour aller essayer de défier les acteurs à 66 kilos. Et on avait déjà dit à l'époque qu'il nous semblait qu'il y avait une marge importante entre lui et les autres. Et on voyait, en tout cas, dans les futurs prodiges, on voyait lui, Arnold Allen, et on voyait Topuria, et le troisième, c'est Evloev. C'est les trois qui, pour moi, pouvaient bousculer à moyen terme le classement des 66. Et après, je reviendrai sur la performance d'Holloway, mais voilà, Holloway, à l'image d'un Dustin Poirier, pour moi, c'est des mecs qui me traumatisent. C'est pour moi des gars qui sont là, qui sont sur le circuit depuis 15 ans à haut niveau et qui arrivent à se renouveler. Là, j'ai vu un Holloway venir avec un nouveau panel technique. J'ai trouvé qu'il a beaucoup kické. Voilà, moi, il m'a encore une fois agréablement surpris. Sur la gestion de distance, il est incroyable, la manière dont il prend les angles et tout. Mais vas-y, je laisse Aldric débrief et ensuite ouais, mais non, juste un petit truc. Moi, je trouve pas qu'il y a du renouveau justement dans son jeu. Aldric, je vais te laisser parler, mais je trouve pas qu'il y a du renouveau dans son jeu. Hein. Alors, écoute, moi je tranche, je fais comment on appelle ça? C'est le jugement de Salomon. Je pense qu'il y a du renouveau à 80, allez, 70% défensif et à 30% offensif. Je m'explique un petit peu. D'ailleurs, moi, le premier mot qui me vient, même si Allen, c'est un prospect, il a 29 ans. Donc on y croit, je suis d'accord avec toi, Mika. Moi, je trouve qu'il progresse de combat en combat et qu'on n'a pas du tout fini d'entendre parler de lui. Par contre, moi, je suis hyper déçu de la façon dont ils ont préparé le combat. Parce qu'en fait, il est arrivé avec son jeu. Il n'a rien changé. C'est ça. Alors, c'est vrai que Holloway, d'habitude, il reste avec un énorme volume et il prend aussi beaucoup de coups parce qu'il a une moyenne de frappe significative qui est très élevée, mais il en prend aussi beaucoup. Et là, pour moi, le changement déjà le plus important, c'est Holloway qui s'adapte, qui sort un game plan, qui nous sort des pivots, énormément de pivots en rotation, qui va chercher des angles, qui claque des middle. Une folie. Franchement, c'est énorme. Je ne sais pas comment tu peux, d'un combat à l'autre, te renouveler de cette façon à 31 ans. Et surtout, à 31 ans, quand tu es à l'UFC depuis plus d'une dizaine d'années, tu vois. Donc là, il a trouvé l'énergie parce qu'il faut bosser, hein, vous le savez, les gars, hein, pour quand tu as un style pour partir d'un point A et changer de cette façon défensivement. Là, je n'ai pas regardé les stats défensives, mais je pense qu'il a pris très peu de frappes. Je sais qu'il a mis 2 fois plus de frappes qu'il en a encaissé, mais j'ai pas regardé ses stats perso par rapport à ce qu'il produit d'habitude. Ouais. Mais d'un point de vue défensif, c'est énorme ce qu'il a fait. Je crois qu'il a envoyé 3000 coups significatifs. Ouais, c'est sur sa carrière. Ouais. Sur sa carrière entière, tu vois. Il a dépassé les 3000 frappes significatives. Okay. Mais son cardio et son énergie, cette fois-ci, j'ai envie de dire qu'il l'a plus mis dans les déplacements que dans les frappes. Mais j'aime beaucoup. Et on regarde, on a toujours dit que ces combattants qui prennent beaucoup de coups, ils ont du mal après sur leur deuxième partie de carrière. Et là, il s'est renouvelé à l'image de la Ferguson qui n'a pas su le faire. Je trouve qu'il s'est énormément renouvelé. Et j'aurais juste voulu qu'Allen il prépare ça de la même façon pour qu'on ait un. Parce que là, le match, il était à sens unique quand même. Il faut quand même. En fait, sur le deuxième round, tu vois qu'il vient légèrement un petit peu plus. Et à un moment donné, je pense que j'ai l'impression qu'il lève un petit peu le pied au Max Holloway parce qu'il voit en fait, il respecte la puissance de frappe d'Allen. Parce que même dans le premier round, même s'il le prend, Max Holloway, il se fait quand même toucher peu de fois, Max. Mais tu vois que lorsqu'il envoie Allen, c'est des grosses frappes et tu vois, il cherche à coucher. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on voit pas Max Holloway accélérer. Bon, enfin, la seule fois où il accélère, c'est à 10 secondes de la fin du combat. Et même là, il arrive quand même à se respecter, tu vois. Mais sinon. Plus qu'à se faire respecter, parce que c'est vrai que le deuxième round, je le donne à Allen. Moi aussi.
Le cinquième aussi, dans l'ensemble, tu peux le donner à Allen, sauf que quand tu vois comment il finit le cinquième, impossible de le donner à Allen. C'est-à-dire qu'il a mis un tel volume à la fin Holloway qu'il l'a étouffé. Et en plus, pour moi, il le knock. Pour moi, il fait un ascenseur Allen à la fin. Mais je suis assez d'accord avec toi que il y a eu à un moment donné, et c'est là que tu vois l'intelligence de Holloway, c'est qu'il a respecté la puissance de frappe d'Allen. Mais là où ce que je te dis, moi, quand il s'est renouvelé, gros, on n'a jamais vu Holloway prendre des angles comme ça et mettre des kicks dans la foulée. Moi, c'est une première. Et franchement, Rodriguez, ça va être très compliqué pour lui. Quand je vois le combat qui avait été fait entre Holloway et Rodriguez, il n'y a pas si longtemps que ça en plus, et la performance de Holloway aujourd'hui et la performance de Rodriguez face à Emmett, même si c'était à sens unique, mais Emmett, c'est quand même pas Allen. Franchement, je m'inquiète pour Rodriguez. Hein. Bah, après, forcément, là, je pense qu'on va devoir parler de la suite parce que là, il est deuxième, Max Holloway. Il perd 3 fois contre le champion actuel. Là, il y aura une réunification entre Volkanovski et Rodriguez. Mais le problème, c'est que même si Volkanovski il gagne son combat contre hier, je ne vois pas que c'est une autre chance à Max Holloway. Donc, tu sais, c'est pour ça que je disais un peu hier, j'en parlais sur Twitter, je dis que c'était une sorte de gatekeeper, là, en fait, Max Holloway, parce que même avec la performance qu'il a fait hier, certes, très belle performance. Après, moi, je suis plus déçu avec la manière dont il combat Allen, mais je me dis, ça va être compliqué là pour moi d'aller détrôner Volkanovski. Hein. Je crois qu'il a call Korean Zombie en conf post-fight. Il a dit que c'est le seul qu'il n'avait pas combattu et qu'il était intéressé qu'il trouvait que ce match-up était inévitable ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être intéressant pour lui de reprendre une aisance dans la cage. Clairement, j'ai l'impression qu'il essaye de. Moi, tu vois, toi, tu disais que tu voyais pas beaucoup de renouveau chez lui, et moi, j'ai l'impression qu'il développe un nouveau jeu pour aller chercher la ceinture. Ouais. La réalité, c'est que je pense que déjà, si tu regardes Volkanovski, Holloway, tu regardes effectivement le troisième fight, il n'y a pas eu photo. Autant le premier, je le donne à Holloway. Le deuxième est très, très serré. Et le troisième, effectivement, Volkanovski le prend. Et quand je vois la performance de Volkanovski face à Makhachev, je me dis que même Volkanovski a réussi à progresser dans certains domaines et que ça va être compliqué pour Holloway. Mais pour moi, un quatrième combat Volkanovski-Holloway, je ne m'ennuierais pas. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est faisable en plus, ça, parce que il prend, si jamais l'UFC le valide, il prend Korean Zombie pendant que les autres ils réunissent la ceinture. Et en cas de résultat positif des deux, pourquoi pas Et surtout, moi, j'ai envie de le voir. Un Holloway renouvelé comme ça, avec des nouveaux skills, avec une énergie qui est plus consacrée au déplacement qu'aux frappes envoyées, je pense que ça peut être très intéressant à regarder par la suite. Ouais. Et c'est surtout Ortega qui est un peu hors jeu en ce moment. Et lui aussi, il venait bouleverser l'équation, puisque pour moi, il y avait vraiment Volkanovski et Holloway qui étaient au-dessus. Et derrière, on avait Ortega. Et un peu derrière, on avait le reste. Par contre, je te trouve difficile quand tu dis gatekeeper, parce que tu vois, tu peux parler d'un gatekeeper quand tu parles du top 10. C'est un peu le gardien du top 10, etc. Mais il n'y a pas de gardien de la ceinture, gros. C'est des prétendants à la ceinture. Moi, je vois Korean Zombie, tu vois des mecs comme Josh Emmett qui sont un peu gatekeeper du top 5. Voilà. Et éventuellement, Sadiq Youssouf, un peu gatekeeper du top 10, même si je pense qu'il peut quand même progresser aussi et proposer de belles choses par la suite. Mais aujourd'hui, je vois plutôt la hiérarchie établie comme ça. C'est un prospect encore. Il a 31 ans quand même. Hein. Ouais, tu vois, il est là depuis tellement longtemps qu'on se rend même pas compte. C'est 27 combats à l'UFC. Ça veut dire que lui, potentiellement, c'est un mec qui va même battre Clay Guida dans le record des combattants à l'UFC. C'est incroyable. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'est pas encore out pour la ceinture. On parle de lui vraiment comme un prétendant au titre. Tu vois, c'est pas genre un gars. Non, pour moi, il est exceptionnel, ce gars. Et à l'image de Dustin Poirier, c'est des mecs qui ont su toujours progresser. Ouais. Et non, c'est incroyable. Mais après, je rejoins un bout sur un truc. Je te dis, c'est juste la préparation du fight d'Allen qui a encore compté sur son cross du gauche, comme il fait là, son overhand, un peu, on peut dire ça, et qui sait pas. Je trouve qu'il aurait pu. Je sais pas, c'était la chance. Attends, il faut quand même juste recontextualiser le truc. C'était la chance de sa vie quand même. Même s'il en aura sûrement d'autres et que je pense sincèrement qu'on va entendre parler de lui très rapidement. Je pense que d'ici un an et demi, il sera de nouveau prétendant à la ceinture. Mais j'y ai trouvé, pour le fight de ta vie, je trouve qu'il a manqué un petit truc. C'est vrai qu'il a pas pris
Alors, on ne pense sait qu'il a pas tout. pas Peut-être pris. qu'il était blessé. Peut-être, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il a pris le Ouais, et combat quand puis, même, mais qu'il n'était pas en optique, quoi, tu vois. puis la Bah, moi, je Mais pense que c'est pression un quand manque de même. solution parce que il y a qui en fait au cinquième round qui se réveille. Et pourtant, il touche. Hein. Tu vois, à un moment donné, j'ai des petites frayeurs pour Max Holloway, mais c'est pour ça que je me dis que il n'avait pas vraiment de solution et qu'il est venu, comme tu as dit, avec son crochet gauche. Et il s'est pas dit qu'il fallait peut-être. Bon, après, voilà, j'ai pas été dans le camp. Mais j'ai pas l'impression qu'il avait en tout cas plusieurs solutions pour gagner le combat, tu vois. Qu'il s'est contenté que c'est ça. de son punch. Mais bon, on peut passer au Common Event. Edson Barboza contre 40 kilos. Moi, absolument fan de Barboza. Hein. Je ne sais pas vous, mais 36 ou 37 piges quand même, si je ne dis pas de sottises. Absolument fan. Absolument fan. La soirée en général. Par contre, c'est un constat. Sur cette UFC, il y avait quand même pas mal de prospects. Quand je dis de prospects, on parle de mecs qui pouvaient arriver dans le top 5, voire contenders de différentes catégories. Ils ont tous perdu. Il n'y a pas il y a pas un mec on est. Carantino, c'était le but. Il passait Barboza et derrière ça, avec ce qu'il avait déjà proposé auparavant, il y avait moyen de le propulser assez loin. Et c'est pas passé. Pareil, Barboza, énorme travail, j'ai trouvé, parce que il s'est adapté parfaitement. Et Carantino, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'attaque où il vient un peu en gréco, il descend derrière. Il y avait le genou et ben, ça fait KO. Mais ça, c'est pas du coup d'œil, ça c'est du travail. Ouais, mais il l'a dit, hein. Il Euh, a dit qu'il l'a répété ah ben, tu pendant vois, je l'avais des semaines. pas. Là, tu vois. Ouais, C'est il a dit qu'il l'a répété pendant des semaines. Et puis même la défense de lui, je trouve qu'elle était. En fait, moi, à un moment donné, je m'étais dit qu'il était fini au moment où il perd contre Bryce Mitchell. Tu sais, il se fait vraiment rouler dessus contre Bryce Mitchell. Je me dis, ça y est, il est fini, Barboza. Et là, la manière dont il gagne hier, je me dis, en fait, bah, tu sais, c'est des anciens, mais qui sont encore là. Qui Mais, savent. et c'est là qu'on voit le niveau de Topuria. Quand tu vois Bryce Mitchell, ce qu'il a fait à Barboza et ce que Topuria Ouais. a fait juste. à Bryce Mitchell, c'est là que tu dis que lui, il est quand même très, 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 très dangereux. C'est incroyable pour la catégorie. Moi, j'ai hâte de le revoir et j'espère contre des tops de la KT. Barboza, moi, c'est ma grande déception. Je te jure, il lui manque, pour être vraiment pas un GOAT, mais vraiment un énorme prétendant avec un tout petit peu d'anglaise. C'était peut-être un des combattants les plus complets qu'on aurait eu. Tu chipotes, tu dis un peu d'anglaise et une défense de cage control un peu moins passive. Parce que c'est pour ça qu'il se fait monter en l'air souvent, c'est qu'il défend pour pas tomber, il défend pas pour sortir de la situation, quoi, tu vois. Ouais, Ouais, c'est mais vrai. c'est vrai, regarde, même contre Amir Khani, tu vois, normalement, jamais il perd ce combat contre Amir Khani. Il a perdu des combats non, il le gagne, pardon. Il gagne contre Amir Khani à décision, mais il avait quand même galère un peu, je trouvais. Et il y a des combats qu'il a perdus comme ça en étant trop passif. Ouais, Euh, en fait, il veut pas tomber, mais il sort pas de la position et du coup, ça occasionne des longs. Même si le nouveau règlement a. Enfin, ça aussi, on pourra en parler pendant des heures de ce nouveau règlement. J'aime bien la façon de dire, OK, les positions, on les considère moins que les frappes, mais tu regardes l'écart des juges, là, même eux, ils savent plus comment l'interpréter, ce règlement. C'est une folie quand même. Hein. ah ouais, C'est. incroyable. Le pire, ça a été quand il y a eu le combat là, chez les moins de 61 où tu as un arbitre qui a donné limite vainqueur l'autre, alors qu'il s'est fait rouler dessus de 5 rounds. C'était une Euh, honte. Une honte. Ils lui ont mis, il y a À un des l'UFC? juges, ouais, sur un 5 rounds, le mec il se fait rouler oui, dessus oui. 5 rounds. Il l'a mis vainqueur. Ça a fait une Regarde, décision partagée. c'est semaine dernière ou celle d'avant, Oui, Abou, c'est si ça, je te le ouais. retrouve. Je l'ai vu Il moi y a aussi. 2 semaines, ouais. Non, Mais attends, c'est dur. bah, c'est impossible, c'est une honte. Ces nouvelles règles sont. Ouais, regarde, Abou, c'est sur le. Ben, je sais même pas si c'est pas le main ou le co-main de la semaine dernière. Le co-main de la semaine dernière, peut-être. En tout cas, moi, pour ce qui est de cette carte-là, c'est les deux combats que j'ai vus. Si Mika Wadrik voulait revenir sur quelques combats, notamment, je crois que tout à l'heure, on parlait Ouais, écoute, du light heavyweight. rapidement, on fait juste la main card parce que en prélim, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Moi, j'ai pris des informations parce qu'il y avait des catégories de féminines qui m'intéressent, notamment pour des futurs sparring de Manon comme Pudilova et compagnie. Mais cela étant, rapidement, bon, Garcia, vite fait, hein, très très vite fait. Guida, 41 ans, c'est beau, il est prêt, il est shape, il est tout ce que tu veux, mais ça commence à devenir vraiment très très compliqué. Il est à 6h42 minutes dans la cage. J'espère pour lui qu'il va arrondir à 7h. Il fait un dernier combat et puis
Et puis, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est plus haut niveau, en étant tout à fait sincère. Munoz Gutiérrez, moi j'ai kiffé, j'attendais ça avec impatience. Et, et attendez, pour la petite info, Clay Guida, c'est 35 combats à l'UFC, 18 victoires, 17 défaites. C'est incroyable. Et 35 combats à l'UFC. Il va finir à 7 heures dans la cage, Mika. Je sais pas si dans la cage de l'UFC. Avant l'UFC, il a une vie quand même, le mec. Non, mais il mérite vraiment le respect. J'ai balayé ça un petit peu parce que je pense que c'est plus haut niveau, mais il mérite le respect éternel de toute la génération ancienne, nouvelle de fighters. Ce qu'il fait à 41 piges, c'est une folie. Mais force est de constater que sur un Garcia qui brillait au combat AT global, mais qui a un bilan plus que mitigé à l'UFC, c'est pas au niveau, quoi. Faut être raisonnable et raisonner. Et même si tu es fan du combattant qu'il a été, c'est plus le même aujourd'hui. Après, moi, j'étais vraiment hypé par Munoz Gutiérrez, parce que Gutiérrez, 7 win streak, KO sur Frankie Edgar. Je sais pas qu'il avait mis KO juste avant, mais il avait fait une dinguerie en backfist ou un truc comme ça. Mais surtout que je le considérais comme vraiment un prospect de la KT, et non, ça passe pas du tout. Je sais pas pourquoi, parce que Munoz, il est arrivé avec ses armes d'habitude, c'est-à-dire que ça avance et ça brôle, mais c'est passé. Donc ça veut dire que soit il y a une mauvaise, soit le match a été mal appréhendé par son coin et lui-même, soit il était tout simplement pas au niveau et il n'avait pas les habiletés et les déplacements pour gérer quelqu'un de plus puissant que lui. Donc petite déception sur Gutiérrez, moi que j'attendais vraiment impatiemment. Bowser scruté là-bas, bon, c'était intéressant de voir. C'est rare. Après, attends, oui. Pour revenir vite fait sur Munoz, quand même, quand tu regardes bien ses 4 dernières défaites, déjà, c'est des décisions. Donc, il n'a jamais KO, jamais soumis. Et quand tu regardes les blasts, tu dis que quand même, c'est solide. Il perd contre Sterling, contre Edgar, contre Aldo et contre Cruz. Munoz, pour moi, ça reste quand même, pour le coup, là, on parlait de gatekeeper. Lui, c'est vraiment un gatekeeper du top 5. Je suis d'accord avec toi. Moi, je le trouve vraiment solide, Munoz. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de renouvellement et on sait à quoi s'attendre avec lui. Il y a beaucoup de décisions dans son jeu, etc. Mais il reste franchement, il est complet, Munoz. Moi, je le trouve solide. Ouais, mais tu sais, l'Américain, on attendait plus que lui, mais il n'a pas été effectivement aussi, lui, à la hauteur, quoi. C'est ça. Les prospects voilà, n'ont pas été déterminants. Exactement, ouais. Donc, sur la suite de la KT, c'est pas ouf, quoi, parce que ça ferme une porte d'un mec qui aurait pu monter. Mais sur le global, ça fait, je trouve, un combat intéressant à regarder pour ceux qui aiment bien la KT. Comme je disais, juste après, Bowser, QT là-bas, c'est toujours intéressant de voir un poids lourd qui descend en light heavy pour voir un petit peu s'il va pouvoir imposer son gab ou autre chose. Ça n'a pas été le cas. QT là-bas, hyper agressif. Ouais, c'est ça, trop agressif. Mais tu sais, par contre, Mika, agressif, mais il s'est servi de sa lutte, parce que c'est quand même un mec qui vient du sambo, si je dis pas de bêtises, au départ. Et moi, depuis qu'il est à l'UFC, à part le voir peint en vert et envoyer des coups de poing, j'avais jamais rien vu faire d'autre. Cela étant, il met des KO, il est hyper, c'est de l'entertainment qu'il fait, tu vois, il a sa place quoi qu'il arrive. Mais là, c'est pour ça qu'il est toujours à l'UFC, parce qu'il a un peu une carrière en dents de scie en plus. Mais là, il a lutté après avoir touché, il a emmené Bowser au sol, il l'a foudroyé à coups de poing. C'était juste intéressant de voir qu'il se serve de sa lutte. Et après, moi, je finirai là-dessus sur Jacobi, qui prenait Azamat Murzakanov. Alors, petite histoire, je vous demande pas aux gens qui vont écouter de me faire confiance. Vous avez un site qui s'appelle ufc.usada.sanction qui relate les avertissements et les sanctions qui sont faites des athlètes qui sont dans le groupe USADA. Et Murzakanov, il a signé à l'UFC en 2019 et effectivement, il a pris 2 ans de suspension avant même de combattre. Donc, depuis qu'il est revenu, il fait un sans faute à l'UFC. Donc là, on lui met un Jacobi qui est quand même solide, qui est un vétéran du Glory. Et lui, en plus, il a dit en conf de presse après sa victoire qu'il voulait absolument le prendre debout pour prouver que lui aussi, c'était un excellent striker. Et là, par contre, on a un prospect qui ne convainc pas, mais qui gagne. Voilà. Là, alors, pour atténuer un peu, nuancer mon propos, assez dire, il s'est blessé, il s'est fracturé la main ou le bras au deuxième round. J'ai pas trouvé sa performance hyper convaincante, mais il gagne, il fait 13-0.
Ils étaient classés tous les deux, mais pas très haut. Je crois que c'était 12 contre 14 ou 12 contre 15, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense qu'il va peut-être passer top 10 derrière ça. Mais attention, c'est solide. C'est solide. Moi, je voudrais le revoir contre un top 10 sans être blessé. Mais quand même, c'est un prospect. Parce que lui, il combat en 70, non? C'est 93. 93. Ah non, bah non, on parle pas du même alors. Ouais. Non, toi, tu me parles de. Je sais de qui tu vas me parler, mais on en parlera après pour le PFL. Ok. Je sais, je suis dans ta tête, Mika. Mais non, Murza à 93, pareil, une caté où il y a très peu de prospects. Hein. Attends, franchement, c'est une catégorie qui a besoin de renouveau. Et à voir. Je suis pas descendu du train, j'ai juste été un peu déçu jusqu'à ce que j'écoute la conf post-event où il dit qu'il est blessé. À voir. 13-0, ça finit, ça lutte, ça boxe. C'est quand même solide, même si c'est pas hyper athlétique. Donc, je descends pas du train. J'aimerais bien voir contre un top 10 d'ici 3-4 mois, parce qu'à mon avis, il va être un peu. Ouais, bah, out. Après, il est déjà 15e alors qu'il a que 3 combats à l'UFC. Hein. Et cette KT, quand même, la KT des moins de 93 à l'UFC, actuellement, hein, c'est la moins intéressante de toutes. Le départ la blessure de Jiří Prochazka, là, c'est horrible pour la KT parce que c'était quand même lui qui mettait un peu de nouveauté dans la KT. Ah oui. Et franchement, depuis le départ de John Jones, la KT, elle est morte. Et elle n'a pas su se renouveler, quoi. On avait à un moment donné Teixeira qui a fait le taf, etc. Mais non. Même Blachowicz et tout, tu vois, ils ont essayé. Ça fait des années qu'elle évite cette catégorie. Hein. Bah ouais, et quand tu avais vu carrément le combat, je crois que c'était Ankalaev contre Blachowicz, tu disais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et même le champion actuel, même si voilà, il le mérite, Jamal Hill, bah c'est pareil, tu vois, tu te dis, mais attends. C'est vrai, c'est pas les champions d'époque qui nous est rêvé, quoi. À moins de 93, en tout cas, il y a eu des champions bien plus forts que lui. Après, regarde, on peut quand même, comment dire, se mettre un petit peu à rêver et spéculer un peu pour l'avenir. Tu me fais monter Pereira dans cette KT. On voit un Murza qui passe le top 10, je sais pas, qui vont lui mettre Paul Craig, Ryan Spann ou peut-être Volkan même d'ailleurs, qui arrive à rentrer là-dedans. Bon, je dis pas que c'est fou, hein, mais tu as un petit peu de renouveau. Pereira. Pereira, là où il ira, il mettra du renouveau. Après, Pereira, je m'inquiète beaucoup pour lui en light heavyweight et on l'a vu de toute manière, la clé, même avec Teixeira, on l'avait vu, avec un peu de lutte, il y avait grave moyen de prendre la ceinture en moins de 93. C'est ça. Mais là, le problème, c'est que je trouve quand même, sur les prospects, alors ça dépend comment ils vont le mettre, mais sur les prospects qu'il y a à 93, à part Prochazka et à demi-mesure Hill, ça lutte quand même un peu. Hein. Ankalaev, je pense qu'il n'hésitera pas à lutter s'il a un mec comme Pereira. Rakic, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est pareil. Je doute qu'il fasse les mêmes erreurs qui ont été faites par les 84 qui ont voulu boxer avec lui, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr. Moi, tu sais, même un Paul Craig, il peut lui poser grave des problèmes à Pereira. Il a un sacré grappling. Hein. Bah ouais, mais même Krylov, j'ai trouvé que c'est solide quand même, ça fait beaucoup de choses. Attention, hein, Pereira, c'est pas simple. Non, mais d'ailleurs, t'as celui que tu viens de citer là, le Suisse, Volkan Ozdemir, qui l'a call out, qui a dit qu'il aimerait bien le prendre. Je pense que ça va être des combats intéressants. Après, honnêtement, je pense pas qu'il pourra s'amuser au niveau striking comme il l'a fait en 84 kg, parce que chez les 93, ça frappe aussi fort. Tu sais, la puissance de frappe, elle est quand même, tu vois, elle est équilibrée dans cette catégorie-là. Après, au niveau de Paul Craig, je trouve vraiment pas d'inquiétude, hein, parce que déjà, il aime pas trop sa boxe. En face, il n'y a pas une grosse lutte. Et tu sais, il est plutôt là à vouloir tirer la garde, mais comme il l'a fait avec Volkan Ozdemir sur son dernier combat. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'inquiétude. En tout cas, il pourra ici en cas normal dans le top 5, dans le top 10. Après, ça va peut-être une chose qu'il commence à affronter des mecs comme Blachowicz ou autre, mais j'ai pas l'impression que. Après, s'ils veulent le faire briller, ils le font briller. Tu le mets d'entrée contre un Anthony Smith ou un Walker, il y a un meurtre. Hein. Ouais, tu vois, je suis d'accord avec Mika. Comment il s'appelle, Krylov, trop tôt et surtout trop fort. Nikita Krylov, c'est vraiment fort et c'est complet. Et ça, par contre, je pense qu'ils lui donneront pas parce qu'il est bankable quand même, Pereira. Mais tu le fais arriver d'entrée, je crois qu'il est 5e, Anthony Smith, ou Johnny Walker qui est 7. Vraisemblablement Smith, moi, je pense.
ah bah boum, il arrive et il pulvérise un top 5 parce que là, par contre, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Même Ouais, si effectivement ça frappe fort et pugilistiquement, c'est pas Pereira quand même. Il faut pas. ouais, Pereira, c'est solide quand même. Ouais, Ouais. il a battu tout le monde au Glory et tout. Je suis d'accord que Smith, c'est pas mal pour, pour frapper un cambrioleur chez lui. Il est efficace. Tu vois, parce qu'il a fait... Non, mais ça, c'est pas une vanne. Je crois qu'il avait raconté un truc là-dedans où il a maîtrisé un mec. C'était un mec qui fait fraction chez lui, il le frappe, Voilà. et genre le mec, il sait rien, parce que je crois qu'il est complètement shoot Ça. et autre. Mais par contre, Pereira, c'est pas la même planète quand même. On Ouais. parle d'un top striker, mais ça fait des belles petites oppositions. Après, je suis d'accord avec Mika, le renouveau de la KT sera pas ouf. Du coup, je pense qu'il faut compter sur lui, Azamat Murzakanov, pas mal. À voir. Je te dis, je suis pas convaincu, mais après, tu peux pas faire mieux. Tu te bats avec un bras cassé, c'est quand même compliqué Ouais. d'assurer le spectacle et tout. Mais bon, il a pris un Jacobi solide qu'il a gardé debout. Petite dette d'oxygène à la fin, mais encore une fois, ça peut s'expliquer. Je pense qu'il a dû forcer un peu sur une grosse douleur ou sur une fracture, ça peut s'expliquer. Mais un UFC, en résumé en une phrase, pour moi, hein, que j'attendais énormément parce que beaucoup de fighters qui font dans l'entertainment, qui font toujours des super combats, même en prélim, et un petit peu sur ma faim quand même, parce que si tu regardes, si tu compares avec ce qu'on a vu dans le week-end, c'était quand même, c'était pas fou. Mais en fait, il n'y a pas eu, ouais, il y a pas eu de sensation. C'est ça, en fait. Il n'y a pas eu de sensation et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Ouais, C'est un peu, il n'y a pas eu de, et puis il n'y a pas eu d'étincelle. Même le main event, si on peut que être admiratif de la condition physique de Holloway, etc. Mais voilà, il ne s'est rien passé non plus, quoi. Ça a été, il n'y a pas eu Ouais, pas de fait, surprise. il n'y a pas eu, ouais, il n'y a rien eu de dingue, quoi. Ça n'a pas été spectaculaire. Ça a été beau à voir pour Yes. les connaisseurs, mais pas spectaculaire. Juste. Ok, on peut fermer la fenêtre sur l'UFC, on revient un petit peu sur l'actualité du MMA français. Ouais, on peut. Aldric, il y avait un combat qui devait se faire, que le peuple voulait voir, que tu avais commencé à teaser. Et j'ai admiré le professionnalisme. J'ai vu une vidéo où tu expliquais que tu avais fait descendre Axel Sola en lightweight, mais que en fait, vous avez procédé à un cutting pour tester. Ouais. En fait, j'ai apprécié moi ce professionnalisme-là parce qu'il y a pas mal de combattants qui sautent sur une occasion. Ils vont se tester dans une catégorie sans faire le test auparavant et que finalement, il y a un mauvais retour où après le combat, ils disent souvent que c'est pas leur catégorie de poids naturel, qu'ils se sentent pas bien. Donc, je trouve que vous avez bien fait de tester le catégorie de poids avant, quoi. Ben, écoute, moi j'ai un petit dicton, c'est qu'on n'improvise pas le jour du combat et pendant la fight week. Ouais. C'est-à-dire que ce soit de façon alimentaire sur X ou Y. C'est pour ça que je suis assez casse-pied, moi, avec les promoteurs et tout, quand on travaille en amont, baignoire, pas de baignoire. Si, parce qu'il y a encore des fighters qui le font. Donc, moi, j'aime bien que tout soit carré. Et que tout soit encadré, que le fighter il reste dans une routine qui le rassure, tu vois. À partir de là, concernant Axel, on a vraiment voulu le faire dans les conditions d'un fight. Il a passé sa nuit de dimanche à lundi à la salle, accompagné par Virgile, qui est souvent avec lui dans le coin, puisque moi je suis tout le temps là, bien sûr, et même si je dois traverser la moitié du globe pour y être, je suis là, mais il aime bien être avec Virgile en chambre et tout. Ils ont leur petite amie. Enfin, c'est pas une petite, c'est leur amitié et surtout leur petit truc entre eux. Donc Virgile aussi, il est resté toute la nuit avec Axel. On avait un infirmier aussi du club qui était un peu, comment dire, qui était prêt à partir de chez lui si Axel avait le moins de problèmes en avance des pompiers, le cas échéant. Donc, il a fait sa pesée. Moi, je suis arrivé un petit peu avant au matin pour qu'il fasse sa pesée à 9h. Il a fait 70, 300 ou 400, si je ne dis pas de bêtises. Et on a fait venir un nom qui va peut-être vous parler. Il devait prendre Doumbé au MMA-GP, mais malheureusement, il a eu le Covid. C'est Idriss. Alors, je ne sais pas comment on prononce son nom. Il me pardonnera si je l'écorche, mais il faut vraiment que je lui rende hommage à Idriss Emroivili parce qu'il est venu de Toulon pour se battre à 22h avec Axel dans notre cage de Nice-Ouest, qui est en plus une cage pas très grande. Elle fait 6,5, donc qui favorise un petit peu le jeu d'Axel quand même. Et franchement, ça a été un guerrier. Ils se sont massacrés et il a mis beaucoup de coups, Axel, pour voir. On l'a demandé de pousser beaucoup pour voir au niveau énergie comment il réagissait.
Et Idriss, ça a été un guerrier absolu. Et au terme de ces 3 rounds, on a vu un petit peu les sensations que pouvait avoir Axel et c'est validé. Ouais. Au moins, on part pas dans la spéculation, quoi. Ouais, il y a Et Marco qui a fait la même chose avec ouais, Abdou. c'est ça, c'est Ils ont vrai. fait la Ouais. même chose. Mais à Marco, il est resté vague parce qu'il a dit qu'ils sont approchés des 70, mais il n'a pas dit jusqu'à combien ils sont descendus exactement. Il n'a pas donné le poids exact de combien ils sont descendus. Mais C'est vrai. pareil, il a fait un test pour dire que ça passait, quoi. Ben, c'est bien de le savoir. Le fighter, il le sait. Au moins, il sait à combien il doit partir pour être tranquille, tu vois. Parce que c'est vrai que ces KT du Brève, elles sont bien, mais elles sont traîtres un peu, tu vois. Parce que Bah, lui aussi, il voulait le faire de base. On va dire, c'est ouais, entre deux catégories là. ouais, ouais. C'est vrai qu'à un C'est moment, le ils en Bra- parlaient très Ouais. sérieusement de cette Et KT. le Brave, ils sont venus, ils l'ont fait. Ouais. Je crois que c'était 160 livres, c'est ça, ou si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Franchement, ça. moi, je sais que pour moi, ça aurait été le top. 70, c'est beaucoup trop dur. 77, c'est un peu lourd. Le top, ça aurait été vraiment un 73, 73,5, c'était le top. C'est vrai que, t'imagines, elles vont de 5 en 5 quasiment les KT, voire 4, quelque chose, et après d'un seul coup ça va de 7 en 7. Le gap il est lourd quand même. Et en plus, quand tu grèves le 74, non, il fallait qu'on fixe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Axel, c'est un petit guerrier. Tout le monde nous parlait de fighter avec Baïsangour que nous on respecte beaucoup. Hein. C'était pas du tout un manque de respect envers lui, c'était sympa de faire ce fight. Après, au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Il n'y a que les champions qui changent de KT. Tu vois, quand tu es une star déjà reconnue, tu t'amuses à changer de KT, à aller chercher à droite, à gauche. Je pense que aujourd'hui, Axel, il a des objectifs. Moi, je dis pourquoi pas l'UFC Paris en 2024, pas celui qui vient, celui d'après, quoi. Tu vois, c'est pas spéculer que de faire ça, c'est pas rêver. Il est à 5-0, le petit. Tu fais une moyenne de ses adversaires. Je crois qu'ils ont 16-1 ou 16-2, c'est-à-dire 12 qu'il a pris. Son deuxième combat, il a pris un mec qui avait battu Samir Kadi, qui est un excellent prospect français. Donc, compte tenu de sa trentaine de combats amateurs, on n'a jamais été regardant sur les défis de la carrière d'Axel. Donc, moi, je pense que, ouais, pourquoi pas Paris. Alors, ça fait un slogan JO, Paris 2024, mais c'est vrai, quoi. Pourquoi pas penser à l'UFC Paris en 2024 ou à un Dana White Contender Series. Donc, Mais là, actuellement, il est plus au Brave. il a 2 combats à faire encore. Ok. Il a 2 combats à faire encore au Brave, ce qui n'empêche pas donc parce En que Europe, si je dis pas de sottises, je ne manage pas du tout Amine et c'est Guillaume Pelletier qui le fait très bien d'ailleurs, mais je crois qu'Amine aussi il a encore des combats à faire au Brave et ça n'empêche pas avec accord et Ilyes Giroun aussi qui devrait démarrer à Arès dans pas longtemps. Donc je pense que c'est très possible qu'on le voit pour l'instant par respect pour Fernand. Je ne vous annonce rien. Je pense qu'il va il dira quelque chose dans les jours ou semaines à venir. Mais ouais, on n'est pas loin de faire quelque chose et de pouvoir permettre à Axel de combattre aussi un peu en France. Ça pourrait être sympa. Après, ça a déjà été annoncé. Ça a été annoncé par quelqu'un qui ne fait pas partie d'Arès. Donc, oui, mais en gros, non, mais c'est officiel parce qu'en fait, c'est un gars qui travaille pour Tapology. Donc, il travaille avec Arès qui lui envoie les fiches, mais le combattant, c'est un Russe qui a 3-0. Moi, je laisse faire Arès pour l'instant. C'est pas que je veux pas, je veux pas teaser, hein, mais en fait, non, ouais, le combat, il est annoncé en fait sur Tapology pour le Ares 16. Du 23 juin. Lapillus contre Shushan, ça sera le main event, la ceinture des 70. Et en fait, il est annoncé contre Soslan Gagloev. Donc, ouais, c'est un Russe qui a 3-0. Ouais, pour l'instant, vous comprendrez que je ne peux pas m'y affirmer, mais on travaille dessus. Ok. Et donc, du coup, non, ouais. Et donc, tu avais un autre combattant à toi qui était annoncé pour le RS15. Ouais, Christopher Jacquelin. Que je ne connaissais pas du tout parce qu'il a eu une longue absence et il combat contre Clint Carmer qui est un beau prospect aussi. Ah ouais, c'est compliqué. Franchement, très solide, Clint Carmer. Ouais, je l'ai vu combattre. J'aime bien un peu ce style relâché à la taekwondo un peu. Je pense qu'il vient de là, je ne le connais pas plus que ça, mais il est fort au sol. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, la lutte, c'est pas fou, mais timing, il est vraiment, vraiment bien. Et au sol, ça lâche rien. Après, tu sais, je pense qu'en fait, c'est même pas qu'il est pas fort en lutte, si tu veux mon avis. C'est que je pense qu'il s'en bat les reins d'aller au sol. Tu vois, je pense qu'il est tellement confiant de son sol qu'il s'en fout si tu l'amènes au sol. Je parle sur la lutte défensive. On l'a vu contre Wissem, par exemple,
Wissem, il l'a amené au sol. Limite, il n'avait même pas essayé de défendre l'amener au sol. Et derrière, il a récupéré le dos et il a soumis, alors que Wissem, il a un gros niveau de sol quand même. Donc, et même, je crois que lui combattait au Brave aussi. Je ne sais plus où il combattait, Hammer, il faut que je À regarde. un moment donné, il devait faire les Dana White Contender Series, mais il n'y a Mais pas eu de. franchement, il est solide, Ouais, ce ouais. garçon. Je suis Très d'accord, solide. c'est vraiment. De toute façon, attends, 8-0, propre. Moi, j'aime bien, je trouve qu'il se déplace bien. On l'a pris très au sérieux. Après, Christopher, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carrière qui a démarré en 2012 ou en 2013. On est parti un peu partout en Europe, franchement, prendre des black belts de jiu-jitsu au Portugal, partir en Pologne. Il a battu Chris Fields, qui était pas UFC vet, mais The Ultimate Fighter vet, qui était à l'époque dans l'équipe de Connor, sur un triangle. Pareil, Obama à l'époque. Et puis derrière, effectivement, il devait faire non, il a fait la ceinture du Cage Warrior avec le petit bonus, comme je vous disais en off, c'était que on le savait, le gagnant signait à l'UFC via la team du Cage Warrior en co-management. Et malheureusement, c'est Marshman qui a signé, qui a fait d'ailleurs une belle petite carrière à l'UFC à peu près à ton époque, Mika. À peu près à ton époque. Et qui a fait une belle carrière. Il a gagné, il a perdu, mais il a mis des beaux KO très très solides en anglaise, Marshman. Et c'est lui qui s'est imposé ce soir-là et on a raté la ceinture et l'UFC. Donc derrière ça, il a fait une petite pause où il a passé ses concours parce qu'il était en gendarmerie, qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de statut de haut niveau possible. Donc il s'est consacré à fond à ça. Et puis là, il veut faire un comeback et surtout, il s'entraîne pour. C'est-à-dire que là, vous allez voir, le mec combattait à 84 quand même, hein, Marshman et Phil, c'est des 84. Il est grand. Donc, je pense que ça fait vraiment, je veux pas vendre et survendre le combat, mais il a un style vraiment à lui, il est très très physique. C'est un mec qui est dans les, c'est pas les commandos d'élite, mais c'est dans les services d'action entre guillemets de gendarmerie. Donc il est hyper en forme. Ouais, il est en équipe de France. Il a une vraie condition physique, quoi. C'est ça. Il fait presque 1m90. Donc pour un 77, c'est costaud quand même, tu vois. Ouais, je t'entends. Donc je pense que ça va faire une très belle opposition. Après, nous, on l'a pris très au sérieux et il bosse vraiment dur pour ce retour, Christopher. Ok, donc forcément, là, il a des ambitions de faire pas qu'un combat de retour, quoi. Non, il veut faire son contrat à ARS, il veut briller et montrer que il fait un rush, un dernier rush, mais qu'il veut que ça tienne. Il gagne, il continue. Hein, s'il faut, Okay. le mec, c'est son métier, le physique, donc c'est pas du tout contre-indiqué pour lui de performer en tant que combattant de 1. Alors, il manque un peu de temps. Moi, j'aimerais en faire toujours plus. Et il peut pas être toujours avec nous le matin, mais il vient de façon récurrente et je trouve qu'il a déjà fait d'énormes progrès. Ok. Et il y a d'autres actualités là pour ta team? Écoute, on travaille pareil sur le retour de Virgile. Je pense que il va y avoir du gros fight, pareil, avec peut-être, hein, je dis pas des pensionnaires du Factory, on ne sait pas. Même si j'aime pas trop ça, moi. Ça peut se faire Paulin contre Virgile, parce que je sais qu'ils se connaissent les deux, ils ont été en équipe de France et tout, amateur dont tu étais le coach. Est-ce que ça peut se faire? Franchement, si elle est cordée, moi je l'ai souvent au téléphone et tout, Paulin. Donc, bon, déjà, il faudrait pour ça que Paulin descende à 93, parce que pareil, 84 c'est acté pour Virgile et c'est facile. Ah oui, quoi. c'est vrai qu'il y a eu un changement. Mais alors là, on n'avait pas fait de test parce que très honnêtement, il était toujours en dessous du poids, Virgile. C'est-à-dire que c'est pas comme Axel qui était quand même. Axel, il tourne autour des 80 kilos, tu vois, 80, 81. Donc, il y avait un vrai test à faire pour descendre à 66. Virgile, il se met 3 jours à la diète avec sa génétique de surhomme. Il fait 87,5, 88. Donc, on n'avait fait aucun test pour 84. Mais on ne descendra pas plus bas. Il est très bien dans cette caté. Quand on voit un petit peu les chiffres, parce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu es un peu sur les events UFC, tu as les poids le jour du fight. C'est quelque chose de récurrent. Maintenant, ils le font de façon systématique. Donc, il repèse en fait après le combat. Il repèse. Il repèse après la. Oui, dis-moi. Là, il a 3-0, Virgile. Virgile a 3-0. 4-0. 4-0, ok. Donc en gros, il y a peut-être moyen de le voir contre un gars du Factory. Peut-être, comment il s'appelle? Vlad Goudjou, non? S'il gagne son prochain combat. C'est qui Vlad Goudjou? Je pense que je suis pas loin de la vérité parce que quand j'ai annoncé le nom, il y a eu un petit sourire. Non, mais ça. Je pense que t'es pas mal du tout, mais ça fait des beaux fights. Alors, c'est un gros lutteur qui a une boxe très, très, très explosive et très dangereuse, Mika. Je vois pas c'est qui, ouais.
Après, il est connu, il a eu un seul combat à Arès. Il avait fait une petite carrière amateur. C'est un assez gros lutteur quand même. Je crois qu'il vient de la Greco. Mais là, il fait son deuxième combat dans un mois ou deux. Je crois sur Arès 15 ou 16. Après, moi, tu sais que j'aime Non, pas trop les oppositions Factory boxing. C'est pas. Il y en a certains qu'on ne ouais, connaît pas, donc ça me dérange pas, mais il y en a certains avec qui j'ai des liens d'affect. C'est toujours compliqué, tu ouais. vois. Mais non. Si ça, par contre, si ça se fait, il y aura aucun problème à ce que ça se fasse. Et ouais, pour finir avec Paulin, non. Moi, il faudrait que, tu vois, pour que des fights comme ça se fassent, il faut que j'ai l'accord des deux. Après, moi, je fais mon travail pour les préparer au Ouais. mieux, tu vois. J'ai pas d'affect à avoir là-dedans, mais c'est toujours. C'est Ouais, toujours un peu compliqué, tu vois. je suis assez d'accord. Bah, surtout quand ils se connaissent, après, ça met un. Après, le truc, c'est que quand tu as des palmarès de 3-0, 4-0, moi, c'est vrai qu'avant d'aller affronter les internationaux, bah, c'est logique qu'il y ait des oppositions franco-françaises. Et ça, c'est presque inévitable, en fait, d'avoir un peu le rookie qui se détache des autres pour aller chercher la performance à l'international. Je Mais je suis suis d'accord. entièrement d'accord. À Et l'époque, d'ailleurs, ça faisait moins d'histoire que ça. À l'époque, bon, c'était du Parce pancrash, que mais ça faisait tu parles beaucoup moins d'histoire des que ça. contenders aussi, ouais, mais parce qu'il n'y avait pas tout, bah, déjà, il n'y avait pas tout ce moyen de communication là, les réseaux et tout. Il n'y avait pas vraiment ces enjeux-là, comme là, comme ce qu'il y a maintenant à Arès, tu vois. Bah, Donc, je en pense que fait, c'était moins dérangeant. Et les gens, ils aspiraient moins, enfin, dans les débuts, tu sais, les gens, ils s'imaginaient pas, en gros, aller à l'UFC et tout. Alors que là, non, c'est vraiment, mais dès qu'il y a une opposition, ça peut couper la route un au-delà petit de peu, quoi. l'UFC, le Ares est devenu pour beaucoup une ambition. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas plus loin que l'envie d'aller plus loin ou plus Ouais, c'est haut. vrai. C'est que leur première ambition pour certains, ou voire l'objectif fixé, c'est le Ares. J'ai beaucoup de gens et je te dis, maintenant, ils parlent du Ares. Et en France, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Ares. Et même le MMAGP a pris grave en popularité, je trouve. Ouais, Et pendant longtemps, j'ai mis le MMAGP au même niveau que l'Hexagone. Et en fait, la réalité, c'est que le MMAGP a doublé pour moi l'Hexagone en termes ouais. de hype de l'organisation. C'est vrai que ce qu'ils ont fait autour de Cédric Doumbé, là, je le vois, il y a beaucoup de gens qui me parlent du MMAGP. Et après, ce que je remarque aussi, c'est que les initiés MMA te parleront plus du RS et les nouveaux fans te parlent plus du MMAGP. Je ne sais pas comment Alors, expliquer. non, mais déjà, je suis d'accord avec toi. Après, je ferai mon chieur après en deuxième partie d'intervention parce qu'il y a des choses que je pense vraiment que je tiens à dire. Cela étant, et je pense que c'est la diffusion aussi qui a fait pas mal entre MMAGP et Hexagone. C'est-à-dire que le dernier Hexagone, c'était une galère absolue pour le regarder. Là, je crois, je ne veux pas dire de sottises, mais je crois que il va y avoir du sport en France aussi. Je crois, hein, je veux pas, je laisserai les principaux Ouais, intéressés si, le confirmer, il en avait parlé mais un il me peu sur semble une interview, ouais. Mais que c'est ça va ça, passer sur sport. mais c'est très bizarre parce que quand tu regardes le MMAGP, il a une croissance dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont senti qu'il y avait un créneau qui se libérait avec RMC. Ils sont partis de Sport en France vers RMC, ce qui est assez logique au final. Parce que RMC, c'est quand même plus coté que Sport en France dans le monde du MMA. Alors que l'Hexagone était diffusé par RMC et sont partis à Sport en France. Et c'est là que j'ai du mal à comprendre la stratégie de l'Hexagone. Et l'Hexagone, pour moi, ça restera toujours mystique de fou dans leur communication parce que quand bien même des fois ils ont des belles oppositions ou des beaux combats à vendre, la communication c'est zéro. Bah, la carte qu'on Franchement. avait été voir, là, ça passait sur Wata TV, et au final, en gros, les gens ils se sont plaints parce que, bah, déjà, juste le nom Wata, déjà, je sais même pas c'est quelle chaîne, si c'est français ou autre, tu vois. Mais même quand on était parti voir l'événement, il était réussi, c'était le Zénith Ouais, non, il était bien, et moi, il y c'était mon avait du premier monde. hexagone. Ouais. Mais dans le jeu de lumière et tout, ça allait pas. Tu vois, il y avait un truc à l'Hexagone, il y a un truc qui me manque, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt Tu sais dessus. que c'est marrant parce que quand tu compares le public de l'hexagone et le public de Ares, c'est deux mondes différents. Ouais, C'est- mais c'est- même avec le MMHP, tu vois, quand il y avait les gars qui combattaient, il y avait une ambiance, tu vois, il y Non, mais avait. en fait, MMAGP et Ares, c'est le même public, je pense. Mais par Ouais, contre, ça se l'hexagone, ressemble un peu, ouais. c'est autre chose un petit peu. Et tu sais, je pense que le Zénith, c'est pas le top en vrai pour le MMA. Je pense que le Zénith, je sais pas, ils n'arrivent pas à créer encore l'atmosphère qui va bien dans le jeu et lumière, je parle. Ah, Il y a c'est un sur la truc qui va, communication, hein. sur le côté chaud, il y a un truc qui va pas. Mais en tout Non, cas, mais attends. l'hexagone de manière générale, ouais, je veux pas leur tirer dessus, mais il y a un truc qui va pas à l'hexagone, j'arrive pas à Non, mettre le mais doigt sur Bah, quoi, mais attends, il y a un mais truc qui va pas. je vais vous montrer un truc. Déjà, Tu ça, vois, tu as c'est. Aïe Margui, les champions de l'hexagone.
Il a affronté un mec qui est quand même solide, Walter Gazza. Personne n'en entend parler. C'est pas normal. Ouais. Ça, je te rejoins totalement, mais je pense qu'ils bossent dessus. Tu as vu les fight cards? Elles tiennent la route quand même, les fight cards qui arrivent là. Oui, la J'ai aucun prochaine. intérêt à dire ça, Enfin, hein, ouais. Non, sincèrement. mais Attends, tu me dis moi, qu'elle ce qui tient. m'a choqué, Attendez. On revient sur la fight card. Vous me dites qu'elle tient la route. En fait, ils ont un gars qui est sur la carte qui est archi fort. C'est un Anglais qui s'appelle Dean Garnett. C'est vraiment un tueur à gages. Ensuite, ils ont Mehdi Ben Lagdar qui va combattre. Et effectivement, je trouve que c'est très solide. Ouais, c'est pas mal d'aller le chercher quand même, tu vois. Bien sûr, c'est même très bien. Mais après, derrière, bon, il y a Laïd que je kiffe, Zerouni qui va combattre. Mais sinon, derrière, c'est pas, il n'y a pas de logique, il n'y a rien, quoi. Non, je suis désolé, il n'y a pas de. non, moi, Attends, ce qui m'avait surpris, c'est une organisation qui a l'air d'avoir les moyens. Et quand j'ai vu ces visuels-là, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Mika, je te l'avais ouais. même envoyé carrément. Mais je me suis dit, qu'il fallait faire quand même un effort sur la communication, tu vois. Et voilà, je trouve que c'est très moyen. Moi, j'aurais une petite dernière question à vous poser. J'aimerais bien savoir votre avis. Et en même temps, je vais revenir sur la performance de Jorik Montagna qui combattait ce week-end à l'Octagone. Avec toutes les organisations qu'on a maintenant en France, Hexagone, MMA, GP, 100% Fight, Ares, et même les organisations limitrophes en Belgique et tout, est-ce que vous pensez que c'est encore intelligent, on va dire stratégique, d'aller combattre dans les pays de l'Est comme à l'Octagone, sachant qu'on peut trouver des mecs peut-être dopés et qu'il n'y a pas vraiment de contrôle? Alors, Alors, moi, vas-y, je je te vais laisse te répondre, répondre. Mika. Ouais, Après, vas-y, prends la parole en premier. Je ferai une réponse globale. Ça m'intéresse de parler de ça et même du circuit amateur en général. Vas-y, Mika, commence. moi, sur l'Octagone, je vais être très clair. Je l'ai situé comme la numéro 2 organisation européenne. C'est-à-dire que j'ai mis KSW, Ouais. Octagone et le Ares derrière. Maintenant, pour le public français, aujourd'hui, surtout quand tu as un niveau où tu débutes et tout, pour moi, il n'y a pas photo. Si tu as la possibilité et le niveau pour performer au ARS, il faut aller au ARS parce que clairement, c'est un accélérateur de hype et c'est un accélérateur tout court dans la carrière. Maintenant, de là à dire que ça n'a pas de sens de combattre à l'Octagone ou du moins que c'est vraiment un mauvais choix, non, je n'irai pas jusque-là. Parce que l'Octagone, c'est vraiment en termes de. Une fois que tu as combattu là-bas, quand même, tu prends énormément en expérience. Tu fais des stats de 9 000, 10 000 personnes. C'est du jamais vu. C'est une ambiance de ouf. Le niveau, il n'est pas si ouf que ça, mon gros. Franchement. Je trouve que le niveau du ARS, de manière générale, est meilleur. Je pense que les champions valent les champions de l'une et l'autre organisation. Si un jour tu devais faire affronter les champions, franchement, je pense que ça se vaut. En tout cas, il n'y a pas un gros risque en termes de niveau. Maintenant, du point de vue hype, c'est clair qu'aujourd'hui, combattre en France au ARS, c'est le top pour la carrière. Maintenant, comme je te le redis, je ne pense pas que ce soit un mauvais choix. Parce que si aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que le ARS, il y a beaucoup, beaucoup de Français. Et tu as beaucoup de Français qui sont managés par le Factory et qui sont au ARS. Et si tu n'es pas du Factory, il se peut que ton parcours soit quand même plus compliqué qu'un autre gars et que tu sois moins préservé. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, AB. Non, Mika, Non, non, je dis pas que non, les en fait, mecs je ils suis sont pas. pas. Non, je te Il n'y dis a pas pas eu que de les combat mecs ils sont facile, pas. je trouve, non, pour les mecs du Factory. Non, mais J'ai pas regarde, quand dit tu prends ça. Joseph J'ai Colin, pas par dit exemple, ça. tu Je mets t'ai pas Omar dit Sy, ça. pour son troisième combat pro, il prend un mec d'LS à 7-0 pour son troisième combat pro. Je trouve pas. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a eu des Mais non, mais combats. la Ah, preuve pour ils ont mis comment ça s'appelle contre Marcy au Ares. Même nous on disait que ça allait être dur pour lui. ouais. Ouais, Paulin. Et Paulin la Béguet. réalité c'est que Omar Sy était largement au-dessus. Après ça a été plus compliqué qu'on ne le pensait sur les phases de striking pour Omar Sy, mais à la fin dans l'ensemble on a vu que Omar était au-dessus. Ce que Non, je mais veux c'est pour dire. ça que je te dis qu'il n'y a pas eu de combat facile. Non, j'ai pas dit ça. Encore une fois, je te dis pas ça. Les mecs, ils vont chercher des titres. Et je pense quand même que quand tu es du Factory ou autre, là, je parle de personnes en face qui n'ont pas forcément de nom, qui sont là, Jorik, encore en France, même s'il a fait parler de lui, c'est encore un petit nom en France. Et ben, c'est pas si facile d'aller chercher la ceinture à moins de 93. Et peut-être qu'il y a des combats bourbiers qui sont peut-être plus simples à gérer à l'octagone que s'il allait à ORS. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis pas Non, mais sûr, tu vois. en fait,
En fait, je trouve que là, actuellement, les combats dans ce genre d'organisation-là, à part Alex Loré qui a su se frayer un chemin, j'ai pas l'impression que quand tu es français, par exemple, à un moment donné, j'avais une discussion, je crois même avec Jorik à l'époque, où on disait que l'Octagone, le problème, c'est qu'il t'appelait à 2-3 semaines d'un événement à chaque fois. Tu vois? Oui, mais attends, Et c'est en gros, non, en fait, j'ai pas l'impression que c'est un plan de carrière pour les Français. ah bah moi Tu je vois, trouve c'est que plus un peu. moi je trouve que Jorik à l'Octagone, Jorik, ouais, il est quand même bien aimé. Là, bon, malheureusement, il se fait contrer, oui, bien mais sûr, ouais, c'est bon, pas ça qui. voilà, c'est un combat, ça arrive, et je suis bien placé pour en parler. C'est encore tout frais. Mais voilà, ce que je veux dire, de la même manière que quand tu vas au KSW, je trouve qu'Omar Sy, quand même, il lui propose des beaux fights Non, qui après KSW, prend ça va. l'élève. KSW, Quand je tu trouve que ça va. regardes Saladin Parnasse, bah, à un moment donné, quand tu es champion, tu prends ce qu'on te donne. Il lui donne la possibilité d'aller chercher la double ceinture. Donc, tu vois, il y en a pour qui ça a avéré payant. Mais si tu regardes la masse dans l'ensemble des combattants français aujourd'hui, AB, je crois que tout le monde a compris que valait mieux combattre dans les organisations françaises qu'anglaises. C'est pas pour rien que Mehdi Ben Lagdar il combat à l'Hexagone. C'est pas pour rien que Aïe Margui il arrête d'aller combattre à l'UA Warrior et qu'il a posé bagage à l'Hexagone. C'est pas pour rien que Shushan il arrête de combattre à l'UA Warrior là pour aller Non, au Warrior, Ares. je trouve que c'est autre chose. Je trouve qu'ils sont bien lotis là-bas, les Français, par contre. Bah, ça dépend. Vas-y, je te laisse. Aldric, t'es bien passé Non, mais pour, je réponds parce que tu sais que nous, on manage pas mal de gars qui sont à l'UAE. Tu l'avais dit déjà, Mika, dans une précédente émission, qu'il y a vraiment 3 niveaux à l'UAE Warrior. C'est-à-dire que l'UAE Warrior, tu peux pas en faire une généralité. Soit tu prends le gros UAE où il y a eu Mika qui a combattu Manon et bien d'autres encore, et là, c'est top level. Là, c'est coupe-gorge. C'est les mecs de chez Khabib. Ah, c'est coupe-gorge. Exactement, c'est un coupe-gorge. Parce que aujourd'hui, Abu Dhabi, c'est la capitale du MMA. Il y a beaucoup de braises qui sont installées. Donc, tu fais l'UAE, la carte, la grosse orga. Tu as les mecs de chez Khabib, les braises. Mais vraiment, c'est un guépier le truc. C'est très dangereux. Après, si tu te cales sur un Africa ou un Arabia, où donc ils ont des contrats télé et des contrats de broadcast sur des pays africains et arabes, la tâche est pas plus aisée, mais les match-ups sont plus intéressants. Les match-ups sont plus intéressants. D'ailleurs, je ne me suis pas amusé à faire le taux de victoire qu'on a sur l'UAE normal et sur les Arabiens et Africains, mais il est bien plus important sur les deux précédemment cités que sur le normal. Donc, mais c'est vrai que quand tu as la chance, parce que là, en l'occurrence, c'est une chance d'être d'origine africaine ou arabe et que tu peux aller faire des combats où tu es un petit peu mieux matché et que tu as un match-up favorable, c'est bien d'en parler. Concernant Yazid, je pense que même s'il avait un palmarès plutôt positif sur l'UAE, entre ça et la ceinture de l'ARES, il n'y a même pas à réfléchir 10 secondes, tu vois. Pour revenir à ce que vous disiez aussi au niveau de Joris, moi je suis ce qu'il fait parce que tous les Français je regarde et j'essaie de m'intéresser, bien sûr. Si on regarde en quelques secondes le match-up qu'il devait prendre, je vais écorcher le nom, je m'explique, je vais faire mon Mika, mais Mateusz Sterlici qui a 13-13 au moment du fight, qui, si je dis pas de bêtises, vient de la KT d'une ou deux KT en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, il monte de KT avec l'âge. Qu'on regarde ce qu'était en train de lui faire Joris jusqu'à ce qu'il prenne ce. Ouais. On peut presque dire que c'est un lucky punch, même si on peut analyser ça de façon différente, mais en tout cas, c'est un coup qui arrive à contre-coup du combat, clairement. C'est lucky punch ou pas, faute d'inattention, baisse de la concentration, on peut interpréter ça de plein de façons différentes. Cela étant, il dominait le combat jusqu'à présent. Et que tu t'amuses à comparer les match-ups qu'il a eu et les match-ups de Paulin, effectivement, il y a je veux dire, quand tu vois Claudio Conti, Igor Glavskov et Omar Sy, et on est d'accord. C'est lourd quand même le niveau d'Ares, même si effectivement il n'y a pas de 93, il y a moins de monde à 93 qu'il y en a à 70, 77 et voire 84. C'est lourd Ares en termes de niveau. Même si là par exemple on met Paulin contre Jorik. Ouais, ça risque d'être. Mais après, non. Après, moi, je parle même pas que. Je parle même. Du sens. Bien sûr, je parle même pas en termes de niveau. Je parle même en termes aussi de visibilité. En plus. Mais la visibilité, c'est vous qui en parlez dans un podcast, soit Mika, soit toi, Aldric. Par rapport à. En gros, je disais, même en termes de visibilité niveau Ares, là, je parle même pas que des oppositions du niveau.
En gros, je pense que c'est plus bénéfique de combattre en France Non, aujourd'hui. mais attends. Il y a une phrase, Mika, finis là ta phrase, elle me plaît en plus. Parce que C'était quoi que tu disais? la visibilité, elle arrive en deux. Et oui, il faut gagner, Vas-y. gros. Ah oui, Gros. oui, bien sûr. Allez. Je parle Tu vois ce que je veux dire? La visibilité, on est d'accord que en un, faut quand même monter une carrière avec un palmarès. Parce que la visibilité, tu la cherches pour passer le step des sponsors, tu vois. Mais donc, tu dois passer de prospect à contender. Tu arrives à contender, là, tu cherches de la visibilité parce que tu as besoin de faire un camp plus sérieux, de te libérer à 100% de ton travail si tu en avais un. Malheureusement, je pense pas que ce soit tout le monde qui pense comme ça. Mais c'est ça la logique, la vraie Mais logique. moi, Ouais, non, mais bien sûr, mais je suis à d'accord vous, avec toi, c'est Adrien. pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut que je passe un petit coup de gueule parce que là j'entends trop UFC, je veux aller à l'UFC. Les gars, Bah, calmez-vous. on va y venir, en fait, justement, parce que Calmez-vous. moi, j'ai trouvé qu'il y avait une trop grosse communication. C'est-à-dire que Jorik, il a 4-2, avec tout le respect que j'ai pour lui, et je prétends pas être un combattant d'expérience, mais 4-2, je trouve que c'est encore jeune en MMA. Je trouve que c'est encore jeune, et quand je l'ai vu, en fait, débarquer chez Greg MMA, c'est tout à son honneur, parce que, ouais, il y a une grosse visibilité là-bas. Je l'ai vu débarquer chez La Sueur. Et je me suis dit que, tu sais, parfois, il faut y aller étape par étape, faire quelques interviews, bien sûr que c'est bien. Mais chez des gros médias comme tel, avant ton 6e combat, sachant que voilà, tu as eu en plus un short notice, donc on sait que les short notice, des fois, c'est pas trop à l'avantage de celui qui s'est préparé. Je trouve que des fois, ça peut faire mal quand il y a une défaite, malheureusement. Alors vas-y, Mika. Non, vas-y, Aldric, non, je te laisse, vas-y. Moi, quand j'ai dit, franchement, on se connaît pas avec Joris, et je savais même pas, tu vois, qu'il avait fait, avec tous les événements qu'il y a eu depuis ces 3 dernières semaines, je me suis focus dessus. J'ai pas trop regardé ce qui se faisait chez Steve Greg MMA et La Sueur et tout, mais je savais même pas qu'il avait dit ça, tu vois. Je parlais d'une généralité. Moi, je continue à faire mon vieux con et je dis qu'on passe pro trop vite et qu'on parle du UFC trop vite. Non, c'est vrai, c'est vrai. Même à Arès, hein, je vois des mecs qui débutent à Arès. Je comprends pas en fait pourquoi. En plus, on se rend compte quand même, à très haut niveau, je parle des petites pépites, des prospects, que l'IMAF, c'est formateur, que les mecs qui sont passés par là, on parlait en off de Yann Bias, alors là pour la ceinture du Cage Warrior, malheureusement, ça lui a pas porté bonheur, mais ce mec, il est solide parce qu'il a fait les IMAF aussi, et il a ce niveau-là parce qu'il a fait les IMAF, et là, on n'en entend plus parler, quoi qu'on en dise au niveau du travail de Johnny Fraché et de Nicolas Haute, je vois pas d'Axel Sola et de Manon Fiorot et de Yuri Benejari et de prospects qui gagnent sur des grosses compètes IMAF, et ça passe un peu trop vite, et on va se le prendre dans la tête dans quelques mois ou dans quelques années. En plus, surtout que le niveau amateur, il monte beaucoup. Mais est-ce que c'est pas parfois la faute aussi des organisateurs, des organisations aussi qui veulent trop pousser vite Ouais, mais clairement, ouais. mais comme disait Mika, tout le monde veut des chocs franco-français. Les mecs, ils démarrent direct après 1 ou 2 combats amateurs, ils démarrent direct en pro. Et moi, je pense que, quoi qu'on en dise, c'est trop tôt. Je pense que la maturité, et on l'a vu, tiens, on parlait du petit Mexicain, enfin de l'américano-mexicain, qui avait démarré à 17 ans et demi, 18 ans. On a vu là, Raoul Rosas, que effectivement, ça lui a apporté la maturité, des Max Holloway, des John Jones, si on les compte sur les doigts d'une main. Elle est à 25-26 ans, la maturité. Donc, les mecs qui démarrent trop tôt en MMA et qui te parlent du UFC au 3e combat pro alors qu'ils n'ont pas fait d'amateur, c'est ça qui est compliqué et qui va nous revenir dans la tête comme un boomerang dans quelques mois, dans quelques années. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est pas même si on a... C'est parfois aussi la faute des médias qui bousculent un petit peu trop les combattants, je trouve. Ah, c'est la faute d'un système, en fait, aujourd'hui. Comme disait Mika, maintenant, on veut la course à la visibilité avant de s'être assis dans son palmarès et dans sa carrière. Et donc, du coup, tout le monde prend ce train de la hype. Et tu vois, Ibi, parce que tu dis la faute des médias, mais quelque part, toi-même, dans ton discours, tu parles de visibilité. Donc, toi-même, quelque part, non, attends, en gros, là, je te parle d'un choix, Mika. Je te parle pas d'un dire. Un exemple, je te rappelle quand Baki, quand il a 2-0, Baki, quand il a 2-0 et qu'il fait la une de La Sueur en disant, c'était quoi le titre? Ouais, invaincu et tout. Et on en parlait de ça. On disait que c'était un peu trop de parler d'un mec invaincu, sachant qu'il a encore 2-0. C'est trop frais, tu vois. 4, 5, 6-0. Là, ok, on peut parler d'un prospect. Mais après, maintenant, comme moi, tout à l'heure, je parlais de visibilité. Je te parlais vraiment dans le sens de bénéfique. Tu combats à l'octagone, bah forcément, tu n'es pas connu en France. Donc, tu combats
tu gagnes. Mais, Il y a moins tu sais, il y a moins d'impact médiatique que quand tu combats et que en mais France, regarde, tu gagnes. gros, il y a quand même, tu l'as dit toi-même, il y a des gros médias qui se sont intéressés à lui. Tu as la sueur, tu as bon, Greg MMA aussi qui a fait le sparring, on le sait, ils ont une Ouais. connexion. Après, lui, dans son discours, il dit je veux l'UFC. Bon, lui, il a le droit de le vouloir, l'UFC, mais encore une fois, il l'aura quand il l'aura mérité. C'est ça la réalité. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, hein, mais l'UFC, quand on y est, 85% ou même 90% des gens qui y sont, c'est qu'ils l'ont mérité. 10%, c'est sur un fait, une circonstance, un truc. Un Ça short peut arriver, notice. tu vois. Oui, ça peut arriver, tu vois. Et même les short notice, on les pioche pas au hasard, hein. C'est un mec qui est plutôt bien classé, c'est un mec qui a ses papiers médicaux bien en. Enfin, il y a parfois un peu de chance et tout, ça, je l'entends. Mm. Mais ce que je veux dire, voilà. Après, tu vois, tu as des mecs comme ça qui sont sur deux, qui vont s'affirmer et qui vont se donner les moyens d'eux. Bon, on n'est pas là pour dire. Mais après, tu as la réalité de la performance. Et la réalité de la performance aujourd'hui est que, effectivement, on se rend compte pas pour lui ni pour un autre, mais que la réalité de la performance est beaucoup plus difficile. Sur 100 personnes qui vont te dire qu'ils veulent aller à l'UFC, tu en auras peut-être 10 qui vont y aller et tu en auras 3 qui vont perdurer. C'est ça la réalité. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, Entièrement d'accord. il faut pas oublier et avoir en tête que la règle numéro un pour un combattant, c'est de gagner. La règle numéro 2, c'est qu'une fois que tu as gagné, bah, c'est de faire fructifier ça pour dire bon, bah, comment maintenant je peux pérenniser ma situation et durer le plus longtemps possible. Et numéro 3, là, tu vas vraiment ce qu'on appelle performer au plus haut niveau. Mm. Et c'est par étapes qu'il faut construire. Et effectivement, à un moment donné, se pose la question de je performe. Est-ce que vaut mieux performer ici, avoir telle visibilité ici? Mais si quand tu as 0-0, tu te poses la question de la visibilité, c'est que tu combats pour les mauvaises raisons. On est d'accord. Moi, c'est un avis que j'ai. Maintenant, Entièrement partagé. comme je l'ai dit aussi depuis le départ, et je l'avais dit à l'époque où le RS se créait, il était bien à une époque de signer au RS parce que, par exemple, quand je vois les gars qui sont au Cage Warrior, mais là, pour moi, il n'y a même pas photo. Il y a pas photo, faut aller au RS. Mais attention, il y a peut-être des orgas des fois, tu vois, entre le RS, l'Hexagone, le MMA-GP ou une petite organisation européenne. Euh, Ça stat parce que le niveau En du fait, RS est très fort. Il faut faire attention. c'est ça. Et le problème, c'est que quand tu as 0-0 et que tu signes un reste, bah, tu mets directement en fait, les pieds dans le grand bain. Et donc à ce moment-là, tu peux plus faire demi-tour. Et même au niveau de la progression, hein, on va dire un exemple, tu enchaînes genre. Tu combats tous les 6 mois, bah forcément, tu vas être focalisé, en fait, tu vas plus être sur des game plans, sur des camps d'entraînement que sur la progression. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien, ça a aussi un petit côté pervers hein, de signer trop tôt dans des grosses orgas ou sans passer par le format amateur. Surtout Bien sûr. maintenant quand on voit que bah, ça évolue et qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour faire une bonne carrière amateur avant de passer chez les pros. Entièrement d'accord. Je te rejoins. Petite anecdote. Il y a le Cage Warrior qui s'est passé hier soir, parce qu'on est dimanche. Oui, c'est ça, samedi soir. D'ailleurs, petit fait, Adam Cullen qui était à 6-0 et qui s'entraîne avec Paddy là, au Next Gen, enregistre sa première défaite contre un Italien qui s'appelle Dimitrio Girlin. Il se fait mettre KO au troisième. Et sur cette carte, quand même très orienté, tu vois, c'est un bourbier le Cage Warrior. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aller gagner là-bas parce que les match-ups sont quand même méga orientés. On parlait d'Ares, c'est quand même beaucoup plus facile, même s'il y a énormément de factories à Ares, de t'imposer à Ares qu'au Cage Warrior. C'est une galère le Cage Warrior. Largement. Mais bien sûr. Largement. En plus, Et c'est vrai que le Ares ne préserve pas tout le temps ses combattants. Pour le coup, là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Ibi. C'est que parfois, le Ares, il met même les combattants, leurs combattants, pas en danger, mais ce que je veux dire, l'exposition fait qu'ils ne sont pas favoris. Ouais. Ça, c'est vrai. Et tu vois, il cherchait un adversaire à Luke Riley, qui est un autre petit phénomène qui a 5-0, qui a gagné à la décision, là, qui a fait une guerre de malade. Et il y avait moyen pour moi de matcher Dimitri Solmeis. Non, c'est pas que Dimitri, il a 6-2, il est sur 4 victoires d'affilée, dont 2 ou 3 KO. Non, on va pas dans ce bourbier maintenant parce que les chances ne sont pas équitables, tu vois. Tu sais que tu vas à la décision là-bas, c'est très compliqué. Tu sais que en termes de match-up, c'est toujours des match-up qui sont alors avantageux. C'est compliqué aujourd'hui. Et si je mets en opposition à ça les match-up de Joris Montagnac que j'ai pu voir précédemment, je ne les trouve pas dégueux, moi, les match-up qu'il a eu à l'Octogone, hein, franchement.
Moi, je trouve Ouais, pas moi qu'il aussi, est. je trouve. Attends, moi, l'Octagone, ils m'ont appelé pour Gabor, mon gars. Gabor, franchement, Quand j'ai vu sauf le match-up, moi j'ai dinguerie. dit c'est un très bon match-up pour Mika, tu vois, à cette époque. Bah ouais, et sauf dinguerie, j'ai été bien payé correctement pour le combat que c'était, gros, hein. Oui, j'allais venir. Il y a de l'oseille en plus à Bah l'Octagone. ouais. Il paye Ruby sur ongle, c'est propre et c'est très il- bien Bah ça rémunéré. va, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a, en Europe, enfin en Europe et dans le monde, t'as le Brave, t'as l'Octagone et t'as le Ares qui s'alignent. J'ai l'impression, en fait, au niveau des primes. Peut-être que le Warrior. KSW, t'oublies KSW. KSW, ça Non, paye, mais KSW, c'est au-dessus, c'est au-dessus. mais Non, c'est un enfin, bourbier. Non, non, Abou, sur les premiers contrats, c'est pas au-dessus. Je les ai. ok. Wilson Varela a fait son premier combat qui malheureusement s'est mal passé au KSW. Il y retourne dans pas longtemps. Sur les premiers contrats, c'est pas au-dessus. Cela étant, c'est un bourbier le KSW. Là, par contre, c'est pour des raisons pas tellement différentes du Cage Warrior. La seule différence avec le Cage Warrior, c'est que c'est mieux payé. Ah ouais. Mais ça reste un gros bourbier aussi. Ce qui fait Saladin là-bas, on n'en parle pas assez. C'est une dinguerie parce C'est que vrai. Extraordinaire. c'est le plus gros bourbier, c'est l'enfer le KSW. Tu vois, les mecs sont vraiment forts. Petit doute sur la pharmacopée, je sais pas Ouais, c'est sûr. Le Torres, là, tu peux me le mettre 3 fois, là, le Torres que Saladin l'a combattu 2 fois, là. Tu me le mets, moi, j'aimerais bien le voir comment au dire, doping. ouais, au doping, j'aimerais bien le voir, hein. Mais Franchement. non, le KSW, c'est un bourbier. C'est pour ça que c'est énorme ce que fait Saladin là-bas, parce que c'est vraiment le bourbier numéro un. Mais un bourbier quand même, payé le double du Cage Warrior. Ah, Les non, initiés qui ont ouais, déjà eu les contrats du Cage Warrior, voire le triple pour certains trucs. Non, Cage Warrior, apparemment, ils ont fait un petit effort, là. J'avais discuté avec un manager qui me disait qu'il avait rehaussé les prix, en tout cas. Après, je sais pas si c'était bah, pour les Français ou pour les étrangers. non, mais Je c'est crois la qu'il y a concurrence. un différent de Ouais. traitement de faveur, hein. C'est que pendant trop longtemps, ils ont été tout seuls aussi, le Cage Warrior. Pendant trop longtemps, ils ont été tout Ouais. seuls. La réalité, c'est qu'en France, c'était quand même un vrai vivier. Et là, aujourd'hui, les Européens, ils préfèrent venir au Ares, à l'Hexagone, au MMAGP que d'aller au Cage Warrior. Et il y a même des Anglais qui préfèrent venir en organisation française que d'aller combattre au Cage Warrior. ouais, même comme Donc, Bobby Palette, regarde, des mecs qui calent hein, quand oui, même. Hein. bien sûr. Et donc, c'est bon signe. Ça, c'est vraiment bon signe. Non, mais attends, le travail, il est très bien fait, que ce soit Fernand et Benjamin sur Arès, que ce soit Abdel. Tiens, en fait, Abdel, je parlais de Dimitri. Si tu m'envoies pas vite un contrat, il va signer ailleurs, Abdel, hein, Dimitri. Mais ils font du très bon travail. Hexagone, effectivement, je pense que ça a mis un petit peu de temps à se lancer. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes entre associés au départ. Même si je te dis, moi, je ne vois que le travail d'Anthony et Réa et de. Là, j'ai besoin d'un coup de main. Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt, qui, je pense, ont bien regressé là-bas. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que des têtes d'affiche, mais il y a aussi Carla Benitez contre Yelepage, qui est pas mal sur la prochaine carte, Mika, même si. Oui, après, tu veux que je te dise, moi, Il y a des noms. le combattant le plus ouf qu'il y a sur l'Hexagone, vraiment, je le dis, c'est pas un Français, il s'appelle Dean Garnett. Ouais, je suis d'accord. Mais attends, regarde, tueur à gage. on a essayé avec Miguel, c'est pas passé malheureusement, je le connais très bien. Hein. Donc, ouais, franchement, c'était fort, hein. Mais fort. Ouais, trop fort. Ouais. Et d'ailleurs, il combat pour la ceinture face à un Argentin. J'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va péter la gueule. Mais, alors, on fait une petite parenthèse sur Mika Abou quand même. Moi, je dis ce que j'ai à dire en 1 minute montre en main. Ce mec, je l'ai vu, moi, il a combattu sur la même carte que Manon. Je crois que c'était le 2e UFC Apex que Manon, elle fait. Il était dans la team d'Oliveira. Je le trouvais très solide. Mais moi, je dis clairement ce que j'ai écrit à Mika par message. 10 combats, Mika, il en gagne 8. Point final. Il s'est passé. C'est pour ça qu'on kiffe ce sport aussi. Alors là, comme je dis, là, je l'ai dit à Mika. Hein, là, des fois, je le kiffe un peu moins quand c'est des trucs comme ça, mais c'est inattendu. Il s'est passé des trucs. Moi, je trouve qu'on a vu on parlait tout à l'heure de se renouveler. Je le dis sincèrement, Mika, tu as réussi à te renouveler et vraiment à sortir une dinguerie en termes de niveau sur les combats où j'ai eu la chance de te voir en live, parce qu'on s'est vu sur Marseille en live quand tu as pris Ruard. J'ai été vraiment impressionné. Et même là, hein, franchement, c'est un fait de carrière, c'est un fait divers. Je pense que sur 10 combats, tu en gagnes 8 et j'en suis intimement persuadé. Mais ça n'empêche pas que moi, je le trouvais assez solide en pied-point. Puisque je te dis, c'est pas un Argentin, c'est un mec qui a été au Brésil, qui s'est entraîné au Brésil pas mal de temps à la shoot box comment il s'appelle, l'entraîneur de.
Merde. De Fernando. Il a tatoué dans le dos. Non, non, le coach d'Oliveira. D'ailleurs, il a son nom tatoué dans le dos. Il a passé pas mal de temps à la des box du coach d'Oliveira. C'est quand même mais ouais, t'étais au-dessus, franchement. Tu t'es vraiment renouvelé après l'UFC. Et chapeau pour ça. C'est pas évident. Hein. D'ailleurs, je fais un petit intermède. Des mecs qui sont sortis de l'UFC et qui ont réussi à se renouveler, j'en connais pas beaucoup. On les compte sur le doigt d'une main. Et c'est pour ça que la performance de Mika, elle est à mettre vraiment en avant. Et à bout, tu parlais de visibilité. Je suis vraiment effaré. Personne ne parle de Thibaut Gouti. Je vous rappelle qu'il est français. Je vous rappelle qu'il sort aussi de l'UFC et qu'il est passé par des orgas pourris. Ouais. Mais il est passé par le fin fond des caves hein, pour revenir après l'UFC. Ouais. Et le mec, il fait le co-main event du Bellator Paris. J'ai l'impression que c'est Fantomas, le mec. Personne n'en parle. Ah, c'est vrai, Mickaël en parle souvent dans l'émission de Thibaut. Après... Non, mais je sais que vous parlez de tout, c'est pour ça que j'en parle là, mais je suis vraiment. Je me frotte les yeux, je regarde le truc. Mais après, Adrien, comme moi je dis, parfois les combattants devront un peu plus jouer le jeu et communiquer un petit peu plus. Parce que parfois, les informations, tu les vois pas venir. Si c'est pas des reportages que tu vois, des fois, les combattants eux-mêmes ne font pas le jeu de communiquer sur leur combat, tu vois, genre de mettre leurs photos de combat, leur affiche de combat. Donc, c'est un petit peu compliqué parfois, tu sais, d'aller chercher les informations. Bon, après, ça, c'est plus global, tu vois. Et ça joue un petit peu, tu vois ça. Par exemple, Mika, quand il combat, tu sais qu'il va combattre. Une fois par semaine, il met une sorte de coup de down. Il communique, tu vois. Non, mais Mika, il s'est donné les moyens pour tout. On en avait discuté rapidement. Il a fait sa prépa physique. Il a chiffré un camp dans lequel il a investi son oseille avec même des moyens médias. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le MMA moderne, c'est ça, les gars. Ici, j'ai un conseil à donner aux jeunes combattants qui nous regardent. Quand vous avez la chance de signer dans une orga où c'est récurrent, vous savez que vous allez faire 2 ou 3 combats dans l'année, ne gardez pas l'argent pour aller acheter une PlayStation 5, quoi. Non, mais c'est ça le truc, c'est que les mecs, ils vont acheter une Play 5 où ils pensent aux vacances après. Il faut investir dans soi-même, dans ses moyens de récupération, dans son camp, dans un ensemble de choses qui vont faire que ta préparation va être performante et optimum, quoi. Surtout que c'est acquis. Ce qui est acquis est acquis. C'est ça qui est ouf. En tout cas, on peut faire peut-être un petit point sur tout ce qui arrive là en Europe, juste sur les organisations. Et après, c'est bon, on peut se quitter là-dessus. On a le Cage Warrior 153 à Dublin le 29 avril. C'est la prochaine échéance qui fait date. Et on a le retour de Morgan Charrière qui devrait affronter Pedro Coleman. Donc, je ne connais pas. J'espère vraiment pour Morgan que ça va aller au bout ce coup-ci parce qu'avec Johnny, ils font face à beaucoup de pull-out et des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Hein. Ah bah lui, il n'a vraiment pas de chance. Ouais. Franchement, il a eu 2 années. C'était noir pour lui. Vraiment, je lui souhaite un bon retour parce que c'est pas facile ce qu'il subit. Et on a un autre Français sur la carte, mais je le connais pas, qui s'appelle Benoît Blanc. Voilà, il va combattre face à Taka Mandou, un Irlandais. Donc, je le connais pas, pour être honnête. Voilà, il a 5-2, mais je peux pas te dire. Je sais pas. Non, ensuite, ouais. Vas-y. Non. Ensuite, on a le Ares 15. Et là, franchement, ça va être un bel Ares. Attends, Mika, je te coupe 2 secondes parce que l'adversaire de Morgan, en fait, on le connaît. Il a fait un shot à Ares. Il a perdu contre Asilder Badoulev. Ah, mais il est solide, hein, Badoulev. Attention. Hein. Ouais, mais il s'est fait soumettre au round 2 contre Asilder. Et donc, il avait fait le Ares 12. Pena contre Elias. Ok. Et donc, c'est solide quand même. Hein, en tout cas, le gars là, Badouyev, d'ailleurs, il va combattre bientôt. Au Ares, lui aussi, il a été booké contre Kroll. Et franchement, Kroll, il prend pas des mecs faciles hein, parce que là, c'est solide. Ah, Kroll, c'est une galère. Hein. Ouais, mais franchement, il est fort aussi, Badouyev. Il faut se méfier de lui, il arrive bien. En tout cas, après, on a le Ares le 11 mai, le Ares 15, qui sera peut-être franchement l'un des plus gros Ares depuis le début de la saison. On a Peña qui remet sa ceinture face à Saedi, donc ça a été un beau combat. Derrière, il y a Delguera aussi, j'ai hâte de le revoir. Mustafa Ida contre Abdelmouman Msad de la bonne école. On a Kroll contre justement Badouyev. Et on a Asia Miri, normalement, qui fait son retour. Et normalement, alors si je ne dis pas de bêtises, on a Jimmy Vienno qui devrait combattre aussi. Et on a Jordan Hugo face à Michael Sardi. On a Tonga Klinkhammer contre Jacqueline. Ça va être une belle carte. Hein.
Il devrait On a même y failli avoir, dire combat. il devrait même y avoir, comment elle s'appelle, la championne du Glory, là. Bah, je Mexen. sais pas, Anissa Anissa, Meksen. Meksen. Anissa. Ouais. Bah, Ouais, Anissa je Meksen. sais pas, là, j'émets des réserves. Ah, Ah, bah si, elle est sur. En tout cas, elle est planifiée, t'as raison. Elle annonce sur la carte. Hein. Ouais, Si, elle est Figueiredo sur la contre carte. Meksen, ouais, j'ai rien dit. Et t'as Ensuite, même. derrière lourde, ça, hein. Lourde carte, celle-là. ah ouais, Franchement, non, mais lourde carte. vraiment, ça va être une carte de fou. Ouais. Je pense que c'est la meilleure depuis le début de l'année Non, en mais termes attends, de. Et je te laisse dire la suite, mais est-ce que ça, c'est le jeudi ou le vendredi? Et il y a un énorme Voilà. truc, il y a un banger le samedi. Bah, le samedi, il y a franchement, là, pour le coup, événement en France à ne pas louper. On a nos meilleurs représentants, Barnaoui, Guti, David Gallon, Baben, Landu. On a Bourama Karamara contre Romain Desbiens en plus, deux Français qui s'affrontent. Ah, On a franchement, ce Azael combat-là. Hadjoudj contre Georges Sassou. On a Faba Mais attends, il y a Kariglata. deux gros chauffes franco-français quand même, c'est pas Ouais, mal, hein. après, non, je vois Hadjoudj au-dessus de Sassou quand même si Sassou est très fort et que j'aime beaucoup son style. Je pense que Azael est au-dessus quand même, pour être Mika, honnête. moi, Azael, avant même que le train il parte de la gare, j'étais dedans déjà. Je le Ouais, connais depuis franchement, les IMAF. Je crois qu'il avait, il était junior en IMAF, donc je sais même pas quel âge il avait, 18 ouais, 18 ans, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai coaché à cette époque-là et j'étais déjà dans le train. non, ouais, Je suis absolument fan d'Azael. en tout cas, là, Donc, c'est le lendemain, c'est ça? Parce que ouais, le c'est RS, le c'est lendemain. jeudi. C'est un vendredi. Le Arèche, je crois que c'est le vendredi et C'est Non, ça. c'est jeudi. le 12 Thursday, c'est mai. jeudi, non? Le 5. Non, le 12 mai. C'est quoi le 12 mai? C'est Ah non, un mais c'est une semaine vendredi. après. T'as raison. Le 11 mai, c'est le Arès. Le jeudi 11 mai, Non. le Arès. Ah, ok, excuse-moi, ouais, j'ai rien dit. Et le vendredi 12 mai, c'est le Bellator. Ça veut dire C'est que ça. pour ceux qui sont sur Paris, franchement, week-end MMA de ouf. Avec main event Moussassi Edwards. On le rappelle quand même, Mansour Barnaoui qui est dans le tournoi, qui affronte Brent Primus. Et Mansour Il Barnaoui, gagne. normalement, après ce combat, devrait affronter Nurmagomedov, le cousin de Habib. Il veut nettoyer toute la dingue. famille. Hein. Et pour la petite histoire, voilà, Mansour a déjà affronté Makhachev avec une décision très particulière. On se souvient avec un petit arbitrage maison, pas forcément un jugement maison, mais un Attends, petit il s'est arbitrage vengé. maison. Il s'est Et vengé. derrière, Attends, il a pris, voilà, il a Cousin. pris la finale. Il avait pris le cousin où il avait fini par KO Shamil Zavorov, ouais. pour le tournoi à 1 million. Et bref, en tout cas, c'est le combat qu'on veut voir. Nous, c'est Nurmagomedov Barnaoui et ça passera forcément par une victoire de Barnaoui face à Brent Primus. Guti face à Kei Moussa. Kei Moussa, on l'avait déjà vu face à David Gallon. David Gallon avait pris le dessus. On a Sol Rogers face à David Gallon. Ça va être un combat de ouf. C'est solide. Hein. Baben face à Stewart. Baben, il part pour ça, je crois, 8e victoire consécutive. Yves Landu dans la KTD 66 qui fera son deuxième combat face à Estabili Amato. Combat de ouf. Franchement, ça va être une carte de Écoute, ouf. sans manquer de respect aux gens qui ont fait le premier Bellator Paris l'année dernière, c'est une dinguerie celui-là. Je suis hypé. Non, là, fou c'est pendant autre ouais. chose. Là, Non, c'est là, c'est autre incroyable. chose. C'est autre Incroyable. Ouais. Non, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Cette carte, elle est ouf. Derrière, ensuite, au mois de juin, on a l'Hexagone le 3 juin. Donc, on en parlait tout à On a l'heure. déjà parlé de la carte tout à l'heure. Voilà, on en reparle encore. Il y aura Mehdi Ben Lagdar, notamment. Le retour d'Anthony Rea. On a Laïd Zerouni qui combattra dessus. Ensuite, on a le MMA GP le 17 juin. Donc, même pas une semaine après. Ça, c'est celui de Bordeaux, je crois. Hein. Exactement, c'est à Bordeaux. Et il n'y a qu'un combat qui a été annoncé pour l'instant, mais de manière sûre et certaine. Je vous le dis, normalement, on a Cédric Doumbé qui est sur la carte. Mais il y aura Jason Poney face à Mickaël Dubois pour la ceinture des 77 kilos. Voilà, c'est le seul combat annoncé pour l'instant, mais c'est la tête d'affiche. Et enfin. Alors, Abdel, si tu nous écoutes, hein, Dimitri. Ouais, Dimitri, voilà, faut pas oublier. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. Et enfin, une semaine après, donc le 23 juin, et je crois que ça se clôturera là-dessus pour le RS jusqu'en septembre. On a le 23 juin, Lapillus vs Shushan pour la ceinture des 70 kilos. Donc, Damien qui partira chercher une deuxième ceinture après la 66, la 70. On a Paulin qui est déjà sur la carte. Ouais, contre Claudio Conti. Pareil, c'est pas italien, là. C'est pas un cadeau, Conti. Hein. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Mais après, Paulin, là, je pense qu'il a pris confiance un peu. Il y a Sola, tu veux pas le dire, mais qui affrontera Gagoloev, le russe. Alyunai qui revient face à Asni Mohammadi. Ça va être un bête de combat. On a Daguerre qui a annoncé, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. On a Grogu, Michael Grogu. Pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fois qu'il combat, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est le Derrick Lewis, mais elle va s'améliorer français. Il combat contre Biernat, j'ai hâte de voir. On a le Brésilien, j'espère aussi cette fois-ci que ça va se faire.
parce qu'il annule souvent Donatello contre Hugo Guillon. Et on a le petit jeune du Factory qui est très bon en pied-point, Kenzo Suarez Silva, qui affrontera Joris Bakuchi. Donc, ça va être une carte magnifique aussi. Voilà. Freddy Camayo contre Afa Sissoko, Tekena contre une Italienne. Et, j'ai sauté alors combat. Attends. Gros test pour Tekena. L'Italienne, elle a gagné au Dana White Contender Series. Bon, elle est sur 2 défaites, là, une à l'UAE et une je sais plus où. Ouais. Mais c'est solide, Lucrezia. C'est une grosse judokate, solide, bon gab. C'est un bon test pour Alexandra. J'espère qu'elle va brillamment s'imposer, mais c'est solide, hein, Lucrezia. Vous l'avez compris, à partir de début mai là, jusqu'à mi-juin, ça va être une dinguerie. Voilà, l'actualité du MMA en France, ça va être une dinguerie. On le redit, la carte du Bellator Paris est franchement aussi belle que ce que l'UFC a pu nous proposer à Paris. Donc, j'espère qu'ils auront la même ferveur. Et voilà, moi, j'y serai en tout cas pour les encourager. Et l'un n'empêche pas l'autre. Si vous êtes au Ares, c'est une raison de plus pour les provinciaux de prolonger d'une journée et d'aller au Bellator. Et vice-versa, pour ceux qui vont au Bellator, c'est peut-être l'occasion de prendre une journée plus tôt et d'aller au Ares. En tout cas, tous les combattants français. Et si les gens pouvaient choisir qu'une seule carte, tu leur conseillerais laquelle? Franchement, là, je ne vais pas te mentir. Pourtant, non, mais attends. Moi, j'ai fait mon choix. Moi, je vais au Bellator. Voilà, franchement, je te le dis, franchement, Bellator. Après, le Ares, pour être honnête, moi, je kiffe. Hein. J'ai combattu là-bas, j'ai kiffé. Et franchement, c'est tous les gens que j'ai rencontrés là-bas avec qui j'ai travaillé. Franchement, gros big up à eux. Ils sont solides et ils font du bon travail. Mais ouais, force l'agro, il n'y a même pas photo. Non, mais là, la carte d'arrêt, elle est solide. Mais le Bellator, je sais pas, moi, j'ai une hype absolue pour ça. C'est à Bercy. Hein, donc, non, mais là, on a nos meilleurs représentants. Comme vous l'avez dit, en plus, on a 2 duels franco-français. Le Camara contre Debienne, ça va être un beau fight. Ouais. Azael, tu mènes contre n'importe qui, tu sais que ça va être un beau fight, mais là en plus c'est contre Sassou, ça va être donc ça va être encore plus de hype. Non, combat, franchement, rien à dire. Hâte de voir, et comme je le dis, j'ai tellement hâte de voir la suite pour Mansour. Derrière, c'est incroyable. Le combat Nurmagomedov-Mansour, c'est celui qui me hype depuis qu'il y a le tournoi. Ouais. Pareil. Faut vraiment, moi, je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de blessure de Mansour et que ce combat ait lieu parce que déjà, il le mérite. Je crois que Mansour, c'est rare quand même les blessures chez lui. Ah ouais. C'est rare. Non, mais même pendant le combat, c'est une coupure. Oui, ouais, non, c'est sûr. À la Joe Joyce, hier soir aussi, tu vois, qui se fait couper l'œil au premier round et ça lui a. Alors, je dis pas qu'il aurait gagné, mais ça lui a handicapé. J'espère vraiment que tout va se passer parce que il le mérite. J'espère aussi qu'on va pas ressentir d'effet de ring rust par rapport aux 3 années qu'il était. Là, le dernier combat qu'il a fait quand même, au Bellator, il a fracassé le mec dans son domaine. Mais c'était un niveau en dessous quand même, tu vois. Ouais, mais il l'a humilié. Mais il l'a fracassé dans son domaine. Moi, c'est ça qui m'a trop mal. Il aurait pu rester debout et dire bon. Non, mais alors attends, Mika, 10 secondes. Il l'a fracassé dans son domaine. Mansour Barnaoui fait partie des plus grands grappleurs français. On le dit pas assez, ça. Le mec, regarde, en 10 secondes, hein, on parlait tout à l'heure de Islam et de Shamil Zawourov. Quand il sweep ces mecs, qui renverse ces gars, quoi. Et lui, il sweep ces mecs. Je crois qu'il a sweepé 6 fois Zawourov et 2 fois Islam d'une demi-carte en dessous. C'est un monstre en grappling. Le seul qui lui a posé des difficultés en grappling pur. Mateusz Gamrot. Voilà, c'est ça, c'est Gamrot au KSW. C'est le seul. Et même, tu sais, quand il avait pris Buchinger, si tu rappelles le contexte, c'est bien parce que c'était à 66 kilos et que le combat, il avait été annulé, plus reporté. Et lui, il avait du coup dû gérer un régime trop long. Enfin bon, il y avait une explication, quoi. Juste. Mais non, incroyable. Non, moi, je suis archi fan, moi, de Mansour et j'ai hâte vraiment de le voir performer. J'espère qu'il gagne ce combat, qu'on voie ce choc de fou dans le tournoi, quoi. C'est incroyable. Et là, je le répète, c'est 8 combats et c'est 8 finishes, hein, ces derniers combats. Ah tiens, petit scoop, malheureusement, j'en suis le premier déçu, mais compte tenu des événements qui se passent en ce moment, il n'y aura pas de Mehdi Takaev à l'UFC Paris, je vous l'annonce de suite, mais il va quand même faire un gros tournoi puisqu'il fera le tournoi du ACA avec un combat de reprise au mois de juin. Ouais, ils refont un tournoi en lightweight à partir d'octobre. Je serai normalement dans son coin au mois d'octobre et
Et il va participer au tournoi à 1 million de SIA qui démarrera à 70 au mois d'octobre. Parce que c'est compliqué là pour les papiers, les visas et tout. Ouais. Malheureusement, c'est ainsi, on peut pas faire autrement. Donc Mehdi, SIA pour l'instant. Maintenant, il est jeune, il a que 26 ans. La situation, j'espère, évoluera positivement dans les mois et années à venir. Et à 26 ans, on peut encore faire plein de choses. Donc c'est Oui, que partie remise. bah, exactement. Ça, c'est des mots en direct pour lui, pour qu'il les entende, j'imagine. Mais ouais, c'est sûr, il est jeune et il pourra revenir très solide. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Aldric, toujours un plaisir. Mika, Moi, je kiffe être avec vous, les gars. Vous savez, c'était un grand plaisir en tout cas. partagez. Moi, ce que je vous propose, on peut revenir là en milieu de semaine pour l'UFC de ce week-end. D'ailleurs, il y a William Gomis qui combat ce week-end. Ouais. Un big up, les gars, ça vous coûte rien pour ceux qui sont vraiment fans hardcore. Allez sur Instagram, Will Gomis, vous cliquez sur j'aime, vous le suivez. On parlait C'est de la bien, visibilité tout à l'heure. Bah, donnez-lui de la force. Voilà. Ouais, parce que c'est un gros fight en plus. T'as fait une interview à bout, je crois. Ouais, je vais la sortir, je pense, d'ici quelques jours. Mais c'est un gros fight, très gros challenge pour lui. Donc ouais, je pense qu'il a besoin de soutien et de force parce que gros combat, j'ai hâte de voir ça. Moi. Le main event, il m'intéresse beaucoup, moi. Donc, moi, si tu veux, ah ouais, moi, avec plaisir, on fait une review du truc dans la semaine parce que moi aussi, okay. je suis assez hypé par cette UFC. Bon, après, tu me diras, il m'en faut pas beaucoup, mais non, clairement, je suis assez hypé par ce UFC. Ok, bah c'est parti. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Merci à vous, merci à tous et à bientôt. Salut, ciao, ciao.